Selon Kiev, toutes les femmes, tous les enfants et toutes les personnes âgées ont été évacuées du complexe sidérurgique Azovstal à Mariupol. Les nationalistes du Sinn Féin remportent une victoire historique en décrochant le plus grand nombre de sièges à l'Assemblée d'Irlande du Nord. Investi pour un second mandat, le président Emmanuel Macron promet une France plus forte et une planète plus vivable. Nouveau coup dur pour la liberté des femmes en Afghanistan. Ce samedi, les talibans ont décidé de leur réimposer le port de la burqa en public. En ce 63e jour de guerre en Ukraine, la marine ukrainienne a affirmé ce samedi avoir détruit un navire de débarquement russe ainsi que 2 systèmes de missiles solaires près de la petite île aux serpents, sans toutefois préciser la date de ces destructions. De son côté, le ministère russe de la Défense a publié ces images de lance-roquettes en action sans préciser ni l'endroit où elles ont été tournées, ni la date. À Mariupol, toutes les femmes, tous les enfants et toutes les personnes âgées ont été évacuées du complexe sidérurgique Azovstal. C'est ce qu'ont indiqué les autorités ukrainiennes ce samedi après-midi. En marge du conflit, 4 explosions ont eu lieu ce vendredi soir en Transnistrie, dans un village frontalier de l'Ukraine, selon les autorités de cette région séparatiste pro-russe qui a fait sécession avec la Moldavie en 1991. D'après nos informations, ces explosions qui ont été provoquées par un drone ont visé la piste inutilisée d'un aérodrome. Les autorités moldaves surveillent de près la situation. Fin avril déjà, des tirs avaient été signalés en Transnistrie, faisant craindre une escalade des tensions. 1500 soldats russes sont stationnés sur place. La Russie effectuait samedi d'ultimes répétitions avant le traditionnel défilé militaire du 9 mai à Moscou, célébrant la victoire sur l'Allemagne nazie. Cette parade revêt un caractère particulier cette année, alors que Moscou a lancé en février une offensive sur l'Ukraine marquée par des déconvenues, notamment logistiques. Après avoir échoué aux portes de Kiev, l'état-major russe a dû revoir ses objectifs à la baisse en resserrant l'offensive sur l'est et le sud de l'Ukraine. La perte du croiseur Moskva, navire amiral de la mer Noire, a été un autre coup dur pour Moscou. Cette parade sera donc l'occasion de redorer l'image de l'armée. Vladimir Poutine doit y prendre la parole et pourrait y envoyer de nouveaux avertissements aux Occidentaux qui ont largement contribué à la défense de l'Ukraine en fournissant des armes au régime de Volodymyr Zelensky. En Russie, beaucoup craignent que Vladimir Poutine annonce la mobilisation générale lors de ce défilé militaire, une hypothèse démentie par le Kremlin. Ce navire de luxe estimé à plus de 630 millions d'euros s'appelle le Scheherazade et depuis ce vendredi soir, il est immobilisé en Italie. Alors qu'il s'apprêtait à prendre le large, les autorités italiennes ont signé un décret pour empêcher ce méga-yacht de quitter le pays. Selon Rome, son propriétaire serait lié économiquement à d'éminentes personnalités du gouvernement russe et à des personnalités russes sanctionnées par l'Occident à la suite de l'invasion de l'Ukraine. Le mystère demeure quant à l'identité du propriétaire de ce bateau de 140 mètres de long. Selon l'entourage du dissident russe Alexei Navalny, il appartiendrait à Vladimir Poutine. Une information toutefois démentie par l'Italian Sea Group qui s'est occupé de la maintenance du navire. C'est une victoire historique pour le Sinn Féin. Le parti nationaliste irlandais a remporté le plus grand nombre de sièges à l'Assemblée d'Irlande du Nord pour la première fois depuis la création de la province en 1921. Le Sinn Féin prône la réunification de toute l'Irlande alors que son principal concurrent, le DUP, est favorable à la couronne britannique. Mais les deux partis vont devoir s'entendre car l'accord du Vendredi Saint prévoit une gouvernance partagée. Les responsables du parti vont se réunir. Nous discuterons des prochaines étapes de ce processus quant à la manière la plus efficace de faire pression pour atteindre les objectifs dont nous avons besoin, à savoir une Irlande du Nord stable, une économie stable, des institutions politiques en état de marche et des nouvelles conditions de l'accord de Brexit. Les pourparlers pour la formation d'un gouvernement s'annoncent d'ores et déjà difficiles. Les unionistes refusent en effet de rejoindre un gouvernement tant que les contrôles douaniers post-Brexit resteront en place.
Emmanuel Macron le sait, c'est une étape indispensable pour tout président élu ou réélu. Après sa victoire du 24 avril, ce samedi, Emmanuel Macron est investi pour un second mandat de président de la République. Devant plus de 450 invités rassemblés dans la salle des fêtes de l'Élysée, le chef de l'État a esquissé l'esprit dans lequel il entendait présider jusqu'en 2027. Le temps qui s'ouvre sera celui d'une action résolue pour la France et pour l'Europe. Agir d'abord pour éviter toute escalade suite à l'agression russe en Ukraine, aider la démocratie et le courage à l'emporter, bâtir une nouvelle paix européenne et une nouvelle autonomie sur notre continent. Pour son second quinquennat, le président français a fait le serment de léguer une planète plus vivable et une France plus forte. À l'issue de la cérémonie, Emmanuel Macron est sorti dans le parc pour passer en revue les troupes. Et comme le veut la tradition, 21 coups de canon ont été tirés depuis les Invalides. Les abords de la résidence du président sont quadrillés par la police au Sri Lanka, alors que le pays est en proie à un large mouvement de contestation. Depuis jeudi, des étudiants ont pris position sur la route principale menant au Parlement dans la capitale Colombo. Ils réclament le départ du président Gotabaya Rajapaksa. À l'appel des syndicats, une grève générale s'est organisée avec des transports en commun à l'arrêt, des bureaux fermés et des millions de travailleurs ayant cessé leur activité. Face à ce mouvement de grande ampleur, le président a décrété l'état d'urgence vendredi. Principale cause de cette contestation, une crise économique sans précédent depuis l'indépendance en 1948, en partie liée à la pandémie de Covid-19 avec des pénuries de carburant, de nourriture et d'autres produits de première nécessité. Vendredi, la police a tenté en vain de déloger les manifestants situés aux abords du Parlement en faisant usage de canons à eau et de gaz lacrymogène. Le président Gotabaya Rajapaksa a plusieurs fois assuré qu'il ne se retirerait pas, malgré les tensions exacerbées. Ce samedi, les secouristes ont tenté de retrouver d'éventuels survivants au lendemain de l'explosion qui a soufflé l'hôtel Saratoga à La Havane. Explosion qui a fait au moins 26 morts. Ma fille travaille au Saratoga, je ne sais rien d'elle. Elle n'est pas à la morgue, elle n'est pas à l'hôpital et je suis fatigué des mensonges à la télévision. À n'importe quel étage, il aurait pu y avoir une fuite de gaz, car à ces étages, il y a des cuisines pour servir les touristes. Il est certain que personne n'a dû faire de vérification. Actuellement en travaux, l'hôtel Saratoga était fermé depuis 2 ans aux touristes en raison de la pandémie. À l'intérieur du bâtiment se trouvaient des ouvriers et des employés en train de préparer sa réouverture, prévue la semaine prochaine. Au Brésil, Lula est de retour dans l'arène politique. 12 ans après avoir quitté le pouvoir, l'ancien président veut briguer un 3e mandat pour reconstruire le pays après la gestion irresponsable et criminelle de Jair Bolsonaro, a-t-il annoncé ce samedi face à ses soutiens. Il avait été empêché de concourir à l'élection de 2018 après avoir été condamné à de la prison pour corruption, une condamnation finalement annulée par la Cour suprême en mars 2021. Des gardes-côtes italiens ont secouru vendredi une centaine de migrants après que leur voilier se soit échoué. L'incident a fait 2 victimes parmi les migrants. Les sauveteurs ont dû convaincre l'un des survivants qui s'était réfugié sur un pylône de sauter comme le montrent ces images. La plupart de ces migrants étaient de nationalité afghane selon la télévision publique italienne. C'est un nouveau coup dur porté à la liberté des femmes en Afghanistan. Ce samedi, les talibans ont décidé d'imposer aux Afghanes le port de la burqa en public au nom, selon eux, de la tradition et du respect et pour éviter la provocation. Le décret publié à ce sujet liste également les punitions pour les hommes qui ne feraient pas respecter la nouvelle règle. Les femmes qui ne se couvrent pas doivent être identifiées et leurs tuteurs doivent être conseillés et les femmes elles-mêmes doivent être punies. Leurs tuteurs devraient être amenés au département concerné pour s'expliquer et ils devraient être emprisonnés pendant 3 jours. Leurs tuteurs devraient également être jugés et punis en conséquence. Depuis le retour des talibans au pouvoir l'an dernier, les femmes payent un très lourd tribut, en plus d'être largement exclues des emplois publics et d'être interdites de voyage sans être accompagnées par un homme. Les Afghanes se voient refuser l'accès au collège et au lycée.